Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le thème sera porté sur l'acidocitose. C'est un thème un peu compliqué qu'on va essayer de le simplifier jusqu'au maximum. Alors, n'hésitez pas à nous suivre jusqu'à la fin et de vous assurer de vous abonner et de partager avec vos amis. Et on est parti. Alors, premièrement, on doit définir ce que c'est une acidocitose. Il faut savoir que la définition est purement biologique. On aura au niveau du sang de l'hyperglycémie de plus de 2 grammes par litre et de l'acidose métabolique dont le pH est inférieur à 7,3 et le taux de bicarbonate qui est moins de 15 mg par litre et de la présence de la cétonémie avec des taux qui sont massifs. Après, on aura au niveau des urines de la glucosurie et de la cétonurie massive de plus de 2 croix. Toutefois, il faut distinguer entre le coma acidocytosique et l'acidocitose, du fait que le coma se définit par la présence des troubles de la conscience, en plus de l'acidocitose biologique. Voilà en bref en ce qui concerne la définition. Donc on passe maintenant à la physiopathie. En fait, tout est lié à l'insuline, la clé qui fait pénétrer le glucose à l'intérieur de la cellule. Une fois carencé, on tombe dans l'acidocitose. Je vais vous expliquer. Du fait d'une carence de l'insuline, le glucose présent dans le sang, il ne pourra pas accéder à l'intérieur de la cellule. Et du coup, il va s'accumuler. Et donc, on aura une hyperglycémie. Cette hyperglycémie, il va nous provoquer une hyperosmolarité qui va attirer l'eau de l'intracellulaire vers les capillaires sanguins par le biais de l'osmose. Et donc, on aura une déshydratation intracellulaire. L'hyperglycémie, elle va nous faire aussi de la diurèse osmotique. Alors, comment ça se fait? À l'état normal, tout le glucose filtré au niveau du rein, il sera réabsorbé jusqu'à un seuil qui est égal à 1,8 g par litre. Au-delà, le rein, il va laisser passer toutes les molécules de glucose. Et du coup, on aura des urines hyperosmolaires. Cette hyperosmolarité, elle va attirer de l'eau qui va elle aussi ramener des électrolytes. Et donc, on va tomber dans la déshydratation extracellulaire. En gros, une hyperglycémie, elle va nous faire une déshydratation globale et qui peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale fonctionnelle. Comme vous savez tous, le glucose est la principale source de l'énergie pour les cellules. Et comme en ce cas-là, ce glucose ne peut pas pénétrer à l'intérieur de ces cellules. En ce cas-là, ces dernières, elles ne veulent pas comprendre, elles veulent juste l'énergie. Et elles vont se comporter comme en cas d'une hyperglycémie et donc ils vont solliciter les systèmes de néoglycogénèse, ce qui va nous causer en plus de l'hyperglycémie. Toujours pas d'énergie, ces cellules vont activer la lipolyse des acides gras et donc on aura une libération des corps cétoniques en plus de l'énergie et donc ça va nous aggraver l'acidose qu'on a au début. Qui dit trouble hydrique et donc forcément troubles électrolytiques associés. Ces troubles dans ce cas-là, ils vont porter sur le sodium. Tout d'abord, on aura une fausse hyponatrémie qui est provoquée par l'hémodilution après la sortie de l'eau de l'intracellulaire vers l'extracellulaire. Cette dernière qui va se transformer en une vraie hyponatrémie du fait du diurèse osmotique.
Cette hyponatrémie est aussi consécutive à l'excrétion des acides cétoniques dans les urines sous forme de sel du sodium. Pour la kaliémie, les pertes peuvent être importantes. Du fait de l'acidose, on aura une sortie du calcium de l'intracellulaire vers l'extracellulaire. Du coup, on aura une impression qu'on a un taux normal du potassium dans le sang, voire augmenté au début. Puis, on tombe dans l'hypokaliémie par la suite, par le fait de l'élimination du potassium dans les urines et qui peut être aggravée par la sécrétion de l'aldostérone stimulée par l'hypovolémie. Alors, si on vient récapituler, l'acidocitose, il va nous donner comme conséquence ce cadran qui contient de la déshydratation, les troubles électrolytiques, un collapsus vasculaire et de l'insuffisance rénale fonctionnelle. On entame maintenant la prise en charge de l'acidocitose diabétique chez l'enfant. Évidemment, elle va se baser sur la correction des conséquences déjà vues. Ceci dit, la correction de l'acidocitose qui va se faire progressivement dans le but de l'arrêt de production des corps cétoniques, la correction des troubles hydriques et ioniques, l'identification et la correction des facteurs déclencheurs et la prévention des complications de la prise en charge, à savoir l'œdème cérébral et l'hypokaliémie due à la correction rapide de l'acidocitose. On rentre au vif du sujet. Donc, première des choses qu'on doit faire envers un malade qui est en acidocitose, c'est de le mettre en condition. Et donc, première des choses, de le mettre en position latérale de sécurité. Puis, de placer une sonde gastrique s'il est comateux pour éviter le risque d'inhalation qui peut être mortel. De placer un monitoring cardiaque, un sondage urinaire s'il y a une rétention, de l'antibiothérapie s'il y a une infection qui peut être à l'origine de l'acidocitose. Attention, il ne faut jamais donner, boire ou manger aux patients. Après avoir réanimé le malade, on passe maintenant à la mise en route du traitement et donc clairement de corriger la déshydratation, l'état de choc et l'acidose. Ceci va se faire selon deux volets. Donc la première, c'est la réhydratation et la correction des troubles électrolytiques. Et la deuxième, c'est l'insulinothérapie. Ici, on va répartir la prise en charge en deux phases, si on peut dire. Donc la première phase qui va du moment de réception du malade jusqu'à 2 heures après. Cette phase-là, elle va porter essentiellement sur la correction du trouble hydrique et électrolytique. Alors, selon le cas du patient, au moment de réception, on distingue deux types. Première des choses, dans le cas de collapsus, en ce cas-là, on va donner 20 cc kg de sérum salé 9% pendant 30 minutes. Et si on aura une persistance du collapsus, on va rajouter 10 cc kg de sérum salé pendant une autre 30 minutes. Deuxièmement, en cas de déshydratation sans collapsus, on va donner 10 cc kg/h. Et si on a une natrémie qui est inférieure à 138 mg par litre, on va diminuer cette dernière jusqu'à 9 cc kg/h et ça pendant 2 heures. Il faut juste savoir que quand la glycémie baisse d'au moins de 2,5 g par litre, on remplace le sérum salé par du glycosé 5%. Et si jamais on a une hypokaliémie qui est associée, on va rajouter de KCl à raison de 20 mg par litre.
Attention, jamais de bicarbonate, sauf si acidose profonde. Parce que là, si on fait, on va corriger rapidement l'acidose et donc aggraver l'hypokaliémie. On arrive à la deuxième phase de la prise en charge qui va porter surtout sur l'insulinothérapie et qui va aller de la deuxième heure jusqu'à 24 heures après. Pour la solution de la réhydratation, on aura besoin de 3 litres par mètre carré de sérum glycosé à 5%, à savoir de ne pas dépasser 4 litres par mètre carré. En ce qui concerne les électrolytes, on aura pour 1 litre de soluté 3 g de KCl à 10%, 4 g de NaCl à 10%, 1 g de gluconate de calcium à 10% et de 0,5 de sulfate de magnésium à 15%. Maintenant, pour l'insulinothérapie, elle va être rétablie après 1 heure à 2 heures de début de réanimation. Dans le cas de la présence de pousse seringue, on va régler le débit à 0,1 microunité kilo-heure, à savoir 0,05 unités kilo-heure si l'âge est inférieur à 3 ans. Ce débit qui va être respecté tout au long des perfusions. Et si jamais on aura une baisse rapide de la glycémie, comme on a rétabli un traitement, on va forcément le surveiller. Et donc, notre surveillance va porter sur la clinique, la biologie et la survenue de complications. La surveillance clinique, elle va se faire toutes les 15 minutes et ça pendant les 3 premières heures, après toutes les heures. Elle va porter sur la conscience, les constantes vitales et l'état d'hydratation. La biologie, on va surveiller d'abord la glycémie capillaire toutes les 30 minutes pendant la première phase, puis toutes les heures, et puis toutes les 3 heures. On va faire un ionogramme sanguin et gaz du sang dans les 12 heures qui suivent. Pour les urines, on va faire un climi-test et AC-test à chaque miction. On va évaluer le pH urinaire. Et surtout, un ECG à la deuxième heure qui est un bon indicateur d'une hypokaliémie. Donc, on passe aux complications. On va citer juste les titres majeurs. Premièrement, l'hypokaliémie, qui peut être secondaire à la correction rapide de l'acidose. L'inhalation de liquide gastrique à cause de la perte de conscience. L'œdème cérébral suite à une réhydratation massive rapide. Et surtout, c'est de rechercher la cause déclenchante et de la traiter. Je vous remercie de bien tenir jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de nous suivre et de partager avec vos amis. À la prochaine!